Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, fin des travaux au jardin d'Apolline et à l'Hélios, les résidents s'apprêtent à regagner progressivement leur appartement. Bilan et perspective avec notre invité Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. Les tests alternatifs arrivent en principauté. Une étude est actuellement menée à Monaco pour les intégrer dans la campagne de dépistage. Dans ce journal également, ils sont en première ligne face à l'épidémie depuis près d'un an. Focus sur la mobilisation et l'engagement de la force publique. Et puis nous vous parlerons de cette nouvelle exposition à découvrir à la salle du quai Antoine Ier, dont le thème est la force du détail. Mais avant cela, je vous en parlais en titre, notre invité ce soir est le conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. Bonsoir Albert Croesi. Bonsoir Émilie. Ce sont deux chantiers qui ont fait beaucoup parler d'eux, ceux des jardins d'Apolline et de l'Hélios. 2 ans et demi après le début des travaux, les résidents de ces bâtiments vont enfin pouvoir regagner leur domicile. Est-ce que c'est un soulagement pour vous, Albert ? C'est surtout une satisfaction plus qu'un soulagement parce que les délais ont été tenus. Le chantier a duré 36 mois tel que prévu au départ. Les travaux ont été faits au-delà des espérances de chacun et les résidents aujourd'hui qui sont déjà rentrés me font part de leur grande satisfaction. Donc pour moi, c'est une très très belle satisfaction in fine. Des délais respectés et ce malgré la situation actuelle. Qu'est-ce qui a fait que tout s'est bien emboîté ? Mais il y a eu une grosse implication de beaucoup d'entreprises de Monaco qui ont pris vraiment conscience que la situation à Apolline était un drame. Je parle des déménageurs, je parle des agents immobiliers, des petites entreprises qui ont aidé à déposer le petit mobilier, à raccrocher les miroirs, les salles de bain. Enfin, il y a des tas de petites mains qui ont dû œuvrer pour ce dossier, plus une entreprise énorme qui a mis des moyens considérables à disposition pour que les délais soient tenus et que le chantier arrive à son terme dans les temps impartis. Alors débutons par les jardins d'Apolline pour faire le point, si vous le voulez bien, Albert Croesi. Quels ont été les travaux qui ont été réalisés ? Mais pour Apolline, c'est l'intégralité du second œuvre qui a été repris. Les murs, la structure, le gros œuvre a été ramené à nu et tout l'intérieur a été intégralement refait, que ce soit les sols, les climatisations, la plomberie, les menuiseries. L'intégralité des appartements a été reconstruite dans les 250 appartements d'origine. Et en plus, nous avons eu une opportunité de surélever l'immeuble. On se retrouve in fine avec 45 appartements supplémentaires flambant neufs. Ce qui n'est pas négligeable pour le plan national du logement. Ah ben non, ça va apporter encore un peu plus d'air, ça va faire du bien et je pense que les Monégasques en sont ravis. Et à l'Hélios, la nature des travaux n'était pas la même, hein ? C'est-à-dire la nature des travaux était sensiblement la même, c'est le procédé de travail qui n'a pas été le même. À Apolline, on a tout détruit pour tout refaire. À Hélios, ça a été, comment dire, pas rafistolé, loin de là, mais on a laissé les structures du second œuvre en place et on a été refaire les endroits où il y avait des soucis, où il y avait des étanchéités mal faites, où il y avait peut-être des murs moisis, on a coupé des morceaux, alors qu'à Apolline, on a absolument tout refait. Le résultat à la fin est sensiblement le même, c'est juste le procédé de travail qui n'a pas été identique. Et maintenant, comment va se faire le retour des résidents ? Quel est le calendrier ? Alors pour Hélios, le dernier résident va rentrer le 9 avril, pour être précis, ce sera le dernier retour du bloc C. Et pour le jardin d'Apolline, le dernier retour aura lieu le 6 août. Voilà, c'est une date qui est arrêtée, ce sera le dernier jour des retours des résidents d'Apolline. Justement, Albert Croesi, quelle est la philosophie qui a guidé vos actions ? Quelles ont été vos priorités quand vous avez pris ces deux dossiers en main ? La priorité, c'était de prendre soin des personnes, les entendre, considérer ce qu'ils disaient, ne pas négliger leurs remarques. Et si au tout début de l'aventure d'Apolline, c'était je crois 2015-2016, où il y avait déjà des plaintes, où il y avait des remarques qui étaient faites, ça a été un petit peu pris probablement à la légère, donc les gens avaient perdu confiance et étaient un petit peu énervés quand je suis arrivé en 2017. Donc ma mission, ça a été de bien les accompagner, bien les rassurer que tout allait être fait, que nous considérerions tout ce qu'ils disaient sans ne rien négliger. Un accompagnement permanent
a permis de tenir tout le monde un petit peu serein, dans la sérénité. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc on a pu, grâce aux efforts du gouvernement, qui n'a lésiné sur aucun moyen, refaire tout ce qu'il y avait à faire et ne pas mentir aux gens. Et ça, pour moi, c'était très important. On peut le dire, c'est un pari réussi dans une opération qui s'annonçait très compliquée. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ces deux dossiers? Les enseignements, c'est qu'avec de l'implication, nous arrivons à tout. Monaco est le pays du tout est possible. Et là, on a prouvé que même reloger 250 foyers, c'était réalisable. Ça a nécessité bien évidemment beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais je pense que ça, humainement, ça a été quand même aussi un plaisir de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes. Et l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le plan national pour le logement des Monégasques. Nous allons, non plus dans l'urgence, mais par exemple pour le Bel Air, reloger 80 foyers pour à l'issue pouvoir retirer 220 appartements dans le nouvel immeuble du Bel Air. Donc voilà, s'il fallait démontrer qu'on peut reloger des gens provisoirement, c'était la bonne occasion pour le faire. Et je pense qu'on peut dire effectivement mission accomplie. Vous parlez de l'humain, c'est un rôle que vous avez pris très à cœur. On vous a senti très proche des résidents. Vous donniez d'ailleurs volontiers votre numéro de portable pour être joignable à tout moment. Ah oui, oui, mais mon numéro de portable est connu de tous. Je crois qu'il est affiché un petit peu partout et il est même passé, il a été diffusé dans les journaux. Je pense que c'est qu'à ce prix-là que nous y arrivons. C'est une mission de service public. Donc je crois qu'il faut se rendre disponible dans ces situations-là. Les gens travaillent malgré tout, donc il fallait être disponible les week-ends, le soir, quand les résidents, quand les usagers étaient eux-mêmes disponibles pour pouvoir me rencontrer. Mais on prend plaisir quand même à aider les gens. Je pense que peut-être il faut aimer les gens, mais c'est le cas, moi j'aime les gens. Et dès qu'on peut rendre service, c'est vrai qu'on en tire de grandes satisfactions. Leur satisfaction me paie de tous les efforts aujourd'hui. Et maintenant, d'autres dossiers vous attendent comme celui du Bel Air? Oui, très certainement. Le Bel Air a bien commencé. Nous avons vidé, je crois, 60% de l'immeuble. Ce sera terminé, l'évacuation, les déménagements seront terminés au mois de juin. Le chantier pourra commencer dès le mois de juillet. Je pense qu'en tout début de 2025, le futur Bel Air sera terminé. Mais dans l'intervalle, nous avons aussi eu à s'occuper de la rue Platine, de l'avenue Régnier 3 pour le Grand Ida. C'est une opération qui est en cours, on en entend parler, mais là aussi, il y a beaucoup de logements qui vont être construits pour le plan national. Je m'en occupe, ça fait aussi partie de mes missions. Et tout ça est très intéressant. Disons que d'ici 3-4 ans, 2023, 24, 25 seront des années où on va voir arriver des appartements pour les Monégasques et ça va apporter beaucoup d'air. Je pense que ça sera pour la plus grande satisfaction des Monégasques. Et pour leur qualité de vie. Merci beaucoup, Albert Croesi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, Émilie. Merci. On rejoint à présent Frédéric Hélion pour le reste de l'actualité. Bonsoir Frédéric. Un point pour commencer sur la mise en service d'un nouveau passeport monégasque. À compter du 1er mars, Émilie, un nouveau système de production des passeports monégasques sera mis en service par le secrétariat général du gouvernement. Le visuel a été modernisé et la sécurité renforcée. Désormais, la durée de validité du passeport ordinaire pour les personnes majeures a été doublée et passe à 10 ans pour un tarif fixé à 90 €. Pas de changement, en revanche, pour les moins de 18 ans, une durée de validité de 5 ans et un prix de 60 €. Les passeports en cours de validité demeurent bien sûr utilisables, Émilie, jusqu'à leur date d'échéance. Une autre information à présent qui concerne les résidents de la Principauté. Depuis le 1er janvier, les montants des droits de délivrance des cartes de séjour ont été modifiés, avec notamment 80 € pour une première carte de séjour de résident temporaire, 40 € pour le renouvellement de cette carte, ou encore 100 € pour une première carte de séjour de résident ordinaire. Retrouvez toutes les informations sur le site du service public du gouvernement dans l'onglet Nationalité et résidence. Et puis nous l'avons appris récemment, une classe de 3e de l'établissement FNB a dû fermer à titre préventif. 4 élèves de cette classe ont été testés positifs à la Covid-19 selon les premiers éléments de l'enquête épidémiologique. 3 d'entre eux pourraient avoir été contaminés dans la sphère scolaire après avoir fréquenté un camarade de classe positif à la suite d'une contamination intrafamiliale. Le gouvernement a décidé, par principe de précaution, de placer tous les élèves de la classe concernée en éviction scolaire jusqu'au vendredi 19 février inclus.
Et enfin, on termine par ces animations proposées au musée d'anthropologie préhistorique. 2 animations qui auront lieu le mercredi 24 février avec une première partie de 10 h à midi à partir de 4 ans où les enfants pourront se plonger dans l'univers de la préhistoire. De 14 h à 16 h, l'autre animation sera réservée aux enfants de plus de 7 ans. La réservation est obligatoire. Merci Frédéric. Depuis l'apparition du virus, nombreuses sont les alternatives pour se faire dépister au coronavirus. Nous connaissons le test TROD ou le PCR. Une étude est actuellement en cours en principauté concernant les tests alternatifs. En quoi consiste cette technique et à qui s'adresse-t-elle? Élément de réponse avec Vanessa Dessy. Il s'agit de la référence absolue en matière de recherche de génome du virus. Le PCR nasopharyngé est aujourd'hui doté de la plus grande fiabilité. Il existe pourtant beaucoup d'autres tests sur le marché, mais ces derniers n'ont pas forcément la même sensibilité. Il est sûr qu'il peut y avoir aussi d'autres alternatives qui sont en cours d'évaluation, comme des prélèvements de cellules au niveau des gencives, au niveau de la gouttière gingivale. Et là, il faut absolument valider la qualité des prélèvements et ne pas perdre en sensibilité. Et il y a aussi maintenant la possibilité d'envisager des tests salivaires. Ça veut dire qu'il faut cracher et il n'y a plus aucun prélèvement, il n'y a plus aucun prélèvement actif. C'est quelque chose qui est passif. Ça pose d'autres types de problèmes qui sont des problèmes de traitement de cette salive pour les utiliser après lors des examens PCR. En partant du constat que les tests de la Covid-19 par prélèvement nasopharyngé sont assez invasifs aujourd'hui, une étude est menée en principauté afin d'évaluer d'autres sites de prélèvement. Le centre scientifique et la direction de l'action sanitaire travaillent de concert. Le nom de l'étude s'appelle Cordage et cela permet de comparer différentes techniques buccales à la méthode de référence qui est donc la PCR nasopharyngée. C'est une étude qui a commencé il y a quelques jours de cela et pour l'instant nous incluons tout participant majeur qui se présente avec des symptômes ou alors qui a été en contact avec un cas confirmé. C'est une étude qui est une première mondiale puisque nous avons une taille d'échantillon de 1500 participants, ce qui permettra d'avoir des conclusions extrêmement robustes, contrairement à ce qui a été publié jusqu'alors où les tailles d'échantillons se situent davantage sur une centaine de participants. Et sachez que les premiers résultats de cette étude seront publiés dans environ 2 mois. Et restons au Centre national de dépistage où depuis le 24 novembre dernier, 72 militaires sont mobilisés. Un engagement important et ce, dès le début de la crise. Les membres de la force publique sont quotidiennement présents à l'espace Léo Ferré à Fontvieille où nous vous retrouvons, Christine Datomel. Oui, Émilie, face à la crise sanitaire, ils ont fait corps comme à leur habitude. Les sapeurs-pompiers de Monaco et les carabiniers du Prince participent activement depuis le début de la pandémie à la campagne de dépistage ici à l'espace Léo Ferré. Au total, ce sont 25 carabiniers et 29 sapeurs-pompiers qui ont été formés à l'espace Léo Ferré par des soignants pour pouvoir effectuer des tests sérologiques et antigéniques, mais aussi pour savoir réaliser des prélèvements nasopharyngés, les tests PCR. Au départ, pour qu'ils puissent être sélectionnés, pourquoi effectivement d'abord la force publique, c'est qu'ils sont à la base tous secouristes. Et effectivement, ça a permis, notamment pour le gouvernement princier, de sortir une décision qui permettait d'effectuer certains gestes qui étaient généralement réservés au personnel soignant ou aides-soignants pour pouvoir justement, effectuer ces gestes. Donc c'est tous des secouristes et ensuite ce sont tous des volontaires puisqu'il est évident, alors ils ont été testés au départ sur les TROD, ce qu'on appelle les tests rapides. Le test, le prélèvement nasopharyngé est beaucoup plus délicat, donc il demande un peu plus de doigté. Et effectivement, c'est que des volontaires. Ils ont tous été dans la globalité de très bons élèves, avec un rappel anatomie, un petit peu pratique sur des mannequins et tout. Et ensuite, réalisation de tests en double avec des testeurs confirmés. Vraiment, c'est formidable parce qu'on acquiert une réaction et on acquiert des relations avec le public complètement différentes. Le pompier n'est plus vécu comme quelqu'un qui vient sur un accident pour une personne traumatisée. Le carabinier n'est plus considéré comme étant, entre guillemets, force publique, un petit peu idée de répression si besoin. Ça a vraiment été une réaction, un dialogue et une appréciation de la population complètement différent.
et effectivement avec pour eux une appréciation globale positive permanente. Est-ce que les gens, quand ils apprennent que vous êtes carabinier, ils vous posent des questions ? Bah oui, à la base, c'est vrai que le carabinier, il est plus, on le trouve plutôt sur la place du Palais. Donc là, ils sont surpris qu'on soit initié à faire les PCR. Et on leur explique, et puis après, finalement, ils sont contents. Pour eux, ça leur change un peu. Alors c'était une volonté, c'était votre choix de venir ici, pourquoi ? Je pense qu'il faut continuer, renforcer les équipes et vraiment arriver à la fin de ce virus, de ce Covid. Alors, les infirmières n'arrêtent pas d'aller de gauche à droite, entre l'hôpital, l'espace Grimaldi aussi pour les vaccins. Donc nous, on vient ici en renfort. Vous êtes habitué à sauver les gens. Est-ce que c'est plus stressant là aujourd'hui d'effectuer des gestes médicaux ? Disons qu'on est un peu en dehors de notre zone de confort et de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça fait une corde de plus à notre arc. Je pense qu'on est suffisamment testé et correctement formé. Donc c'est stressant sans l'être, on prend vite le coup en fait. Je les remercie qui sont là pour nous, pour prendre soin de nous. Au quotidien, ce sont 2 à 3 militaires qui sont présents sur le site du lundi au samedi inclus, une réserve opérationnelle importante pour le gouvernement princier. Aujourd'hui, ce qui est important pour la principauté, c'est que les sapeurs-pompiers ont déjà, je dirais, un engagement qui est connu puisqu'ils sont en première ligne et c'est eux qui participent de très près, notamment pour le transport des personnes qui sont atteintes justement de ce virus et qui sont généralement hospitalisées. Pour les carabiniers, c'est un peu nouveau. Et effectivement, c'est une force de manœuvre qui est effectivement réservée aux souverains, bien évidemment, et c'est fait avec son accord. Elle est aussi compétente, elle peut apporter une aide qui donne au gouvernement, en fait, quelque part, je dirais, des personnels complémentaires qui sont là, en fait, pas pour prendre la place des professionnels et des soignants, mais qui sont là pour renforcer. Et si les sapeurs-pompiers de Monaco et les carabiniers du Prince participent activement à cette campagne ici à l'espace Léo Ferré, sachez également que les membres de la sûreté publique ont été formés pour effectuer le suivi et le dépistage au sein même de leur unité. Parlons sport à présent avec vous, Frédéric Elion. Marlène Arnois vient de se voir confier un nouveau rôle au sein de l'organisation Peace and Sport. Déjà membre du club des champions de la paix depuis 2016, la médaillée olympique en taekwondo Marlène Arnois devient représentante des champions de la paix qui rassemble près de 119 sportifs, tous unis autour d'un même credo, promouvoir la paix par le sport. Lionel Messi est le dernier athlète à avoir rejoint ce club prestigieux. Sport toujours, nous l'avons évoqué hier avec le directeur de la Fédération monégasque d'athlétisme, Jean-Pierre Chebel. J-3 avant le Monaco Run et on connaît la start list, Frédéric. 26 athlètes prendront le départ du 5 km Hercules dimanche matin à 10h avec de nombreux médaillés mondiaux et continentaux parmi les engagés. Côté tête d'affiche, l'Ougandais Joshua Cheptegei qui avait battu le record du monde l'an dernier sur ce même parcours en 12 minutes 51. Et chez les femmes, la Kenyane Béatrice Chepkwech, championne du monde du 3000 m steeple, qui avait battu le record du monde de la discipline ici, à Monaco, en 2018. Et comme pour chaque course officielle, le parcours du 5 km du Monaco Run doit être homologué. Alexandra Pagny, on vous retrouve justement sur le tracé. Oui Émilie, et depuis 2019, la Monaco Run organise donc le 5 km Hercules, où des records ont déjà été battus en 2 éditions, mais pour que ces records soient validés, il faut une homologation. Je suis avec Didier. En quoi consiste en fait cette homologation, tout simplement ? Alors l'homologation, mais en fait c'est un contrôle de la distance du parcours. Et pour ce faire, nous avons des mesureurs qui ont une agrégation internationale. Et ce soir, ils vont me contrôler donc, la distance. C'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement ? Alors, en fait, l'homologation est valable 5 années, dans la mesure où le parcours ne change pas du tout. Et nous, sur Monaco, on a quelques travaux sur la chaussée. Donc là, depuis 3 ans, c'est la 3e fois qu'on le fait. Par chance, ça reste un 5 km, donc c'est quand même pas trop contraignant. Un métrage précis et essentiel réalisé par ce que l'on appelle un mesureur. Ils sont très peu au niveau international. Eux sont arrivés aujourd'hui de Rennes et se déplacent dans le monde entier. Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un mesureur ?
Un mesureur, c'est une personne qui, par définition, mesure les circuits sur route. Les circuits sur route sont homologués pour des distances de 5 km, 10 km, semi-marathon, 21, 100 et marathon. Le but du mesurage, c'est de certifier une distance sur laquelle les coureurs vont se mesurer, se confronter, dirons-nous. Nous faisons les mesures à deux et le but, c'est de comparer les deux mesures qui doivent être inférieures à 1 pour 1000. C'est-à-dire sur 5 km, il ne faut pas que nous ayons plus de 5 mètres d'écart. Oui, c'est là tout l'objectif en fait de ces mesures. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie. Et Émilie, bien sûr, on donne rendez-vous pour suivre en direct sur notre antenne la course dimanche à 9h55. Oui, un direct commenté par Frédéric Elion et notre consultant Sonny Folkeri. Un mois à présent sur ce salon d'art contemporain qui s'est ouvert à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Les artistes ont travaillé autour d'un thème bien précis, celui de la force du détail. Éclairage dans ce reportage de Sandrine Nègre, Horacio Gagino et Louis Borgia. Il a son importance partout. C'est lui d'ailleurs parfois qui va même nous faire aimer, voire adorer une œuvre d'art, le détail. Ici, le visiteur peut découvrir sa force justement à travers différents supports, tableaux, dessins, sculptures, installations. Les œuvres ont été réalisées en partie par les artistes du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. L'idée que j'avais au départ, c'est plutôt de faire valoir ce qui intéresse depuis toujours les artistes, justement, c'est souvent le détail des choses. Parce que dans les œuvres classiques, on rentre dans une œuvre par le détail. Dans une œuvre du Caravage, par exemple, d'une façon évidente. En fin de compte, le comité, c'est une association d'artistes et qui, de ce fait, a pas une obligation, mais un objectif d'ouvrir large les portes à tous les styles d'expression. Une ouverture au maximum qui se mesure aussi par cet aspect. Les œuvres présentées au cœur de cette salle d'exposition du quai Antoine Ier sont aussi issues du travail mené par plusieurs artistes invités. Traditionnellement, ils viennent de partout. Pandémie et contexte sanitaire obligent, cette année, ils sont exclusivement originaires de la région. Les œuvres sont révélatrices de pratiques très différentes. Qui se retrouvent en fait au fil d'une narration qui tisse quelque chose de l'ordre de la trace, de la mémoire, de l'empreinte. Donc le détail comme quelque chose d'abstrait en fait, faisant partie d'un tout beaucoup plus grand, beaucoup plus arborescent, originaire. Ce salon 2021 est donc le fruit d'échanges et de collaborations. Sachez d'ailleurs qu'il est ouvert tous les après-midi de 13h à 18h jusqu'au 28 février. La force du détail, une idée sortie culture pour le week-end. Jetons un coup d'œil aux prévisions météo avant de nous quitter. À quoi peut-on s'attendre pour le début du week-end, Frédéric ? Pas d'amélioration de prévu, Émilie. Samedi, la journée sera bien nuageuse avec quelques rares éclaircies et de la pluie et des averses l'après-midi. Il fera 4 degrés le matin et 7 l'après-midi. On ne le verra pas beaucoup. Le soleil se lèvera à 7h30 pour se coucher à 17h58. Samedi 13 février, nous fêterons les Béatrices. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain, samedi, pour une nouvelle édition. Nous recevrons notamment Franck Lobonneau, président de l'association Les Pontons de Monaco. Nous parlerons plaisance avec lui. En attendant, on se quitte avec les photos de Michael Alési. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.